Bonjour à tous, merci d'être venus à cette première conférence que nous faisons dans l'auditorium du Quadrilatère depuis qu'il a réouvert. Donc je suis très content de vous inaugurer ce cycle de conférences et dans ce nouveau lieu, enfin nouveau, il date de 1976, mais vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu une série de travaux qui a eu lieu ces 3 dernières années qui a permis une réouverture, un quadrilatère renouvelé avec des expositions, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine et une crypte archéologique. Et dans ce cadre, et dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire, nous proposons une nouvelle saison, un peu renouvelée aussi, qui ne se contente plus uniquement de visites guidées, mais aussi d'actions comme une soirée des questions, donc des temps informels avec des professionnels, des archéologues, des artistes, et également des conférences. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et notre programmation 2025 tourne forcément autour des 800 ans de la cathédrale Saint-Pierre, la grande dame qui est notre voisine ici au Quadrilatère. Et forcément, 800 ans de la cathédrale, l'art gothique, le vitrail me paraissait essentiel à aborder puisque l'art gothique a justement permis le développement et l'épanouissement donc du vitrail. Notre première nuit cathédrale, le grand événement que nous allons faire d'ici un mois, le 17 mai, sera aussi autour de la lumière. On l'a intitulé Fiat Lux. Et forcément, le vitrail est aussi un art de la lumière. Donc tout ça dialogue. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Michel Hérold, qui va nous parler de l'arbre de Jessé de l'église Saint-Étienne à Beauvais. Donc là aussi, il y a un écho avec l'actualité. Vous l'avez sûrement remarqué, en 2024, malheureusement, nous avons démonté l'arbre de Jessé, ce vitrail internationalement connu, je pense qu'on peut le dire. Parce qu'il avait des désordres et on ne pouvait pas se permettre d'avoir des pièces qui tombent. Donc en prévention, nous avons déposé le vitrail pour éviter des pertes. Et nous avons eu l'occasion à ce moment-là de voir les pièces de près. Ça faisait donc près de 80 ans qu'on n'avions pas pu voir les pièces d'aussi près. Michel Hérold était présent au démontage et a pu les voir. Et donc aujourd'hui, je suppose que certaines conclusions que vous avez pu voir à ce moment-là vont être présentées. Et moi aussi, j'ai eu cette chance-là de voir chaque pièce et c'était vraiment, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Alors moi, j'ai moins d'expérience que vous à voir des vitraux de près, mais vraiment là, c'était vraiment une très belle expérience. Donc je vais pas accaparer la parole plus longtemps, je vais vous laisser la parole pour cette conférence. Eh bien, un grand merci pour cet accueil. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Marie Ansart a très clairement rappelé le pourquoi de ma présence aujourd'hui. Grâce à elle, grâce à la ville de Beauvais et en présence des collègues du département et de l'État, en mars 2024, j'avais eu la chance d'approcher ce chef-d'œuvre de l'art du vitrail qui, au travers de tous les ouvrages qui traversent la bibliographie de cet art, est considéré comme l'un des très grands chefs-d'œuvre, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la Renaissance française. Voici donc, nous nous resituons à Saint-Étienne. Pour vous qui êtes pour la plupart d'entre vous beauvaisiens, vous la situez bien, cette grande verrière à l'extrémité du bas-côté nord du chœur. Voici donc maintenant cette baie dépouillée de son merveilleux vitrail. Alors oui, cette célébrité par laquelle je commençais cet exposé, elle est extrêmement ancienne. Je ne vais pas faire aujourd'hui devant vous une série de présentations bibliographiques, mais rappeler ne serait-ce que l'une des plus anciennes remarques. Pierre Levieille, dans son art de la peinture sur verre et de la vitrerie, Paris en 1774, a interrogé un de ses correspondants en province, Monsieur le Maréchal, lieutenant au présidial de Beauvais, et pour lui demander ce qu'il y avait de remarquable dans la ville comme vitrail. Et bien entendu, il a parlé tout de suite d'Engrand le Prince. Le plus ancien de ton connaissance est Engrand, ou Engrand le Prince, natif de Beauvais, mort en 1530. Il a fait des plus belles peintures sur verre qu'il y ait en aucun lieu. Vous voyez déjà cette célébrité, donc, qui, je le rappelle, traverse toute la bibliographie, mais pas seulement. Tout de suite, quelqu'un dans la salle m'a montré une photographie d'un vitrail du Hamel dans l'Oise, qui est une copie interprétée du vitrail d'Engrand le Prince, mais en voici une autre que j'ai choisie pour une autre raison, pour une raison iconographique, qui se trouve à l'église de Chevrières, l'église Saint-Georges de Chevrières, une copie réalisée par Charles l'évêque de Beauvais en 1860, une copie réinterprétée, bien sûr, du point de vue de la forme, mais aussi du point de vue de l'iconographie, et nous reviendrons sur cette verrière tout à l'heure pour son grand intérêt de ce point de vue-là. Alors, la célébrité, elle s'est manifestée par d'autres aspects, aussi par d'autres points.
Elle s'est manifestée en l'occurrence par la présence de ce grand chef-d'œuvre à deux grandes expositions qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Vous le savez, les vitraux de Beauvais, comme bien d'autres en France, comme la plupart des vitraux classés, ont été déposés en 1939. Et donc, encore dans les années qui ont suivi la guerre, un grand nombre d'entre eux étaient disponibles pour être présentés dans des expositions. C'était le cas pour l'arbre de Gessé, enfin une partie en tout cas de l'arbre de Gessé qui était présenté à Rotterdam en 1952 d'abord, et puis surtout à la très grande exposition Vitraux de France qui a eu lieu au Musée des Arts Décoratifs en 1953 où il a pu être admiré de près. Il n'y a pas longtemps, Jeannette Gruber, que j'ai eu au bout du film, m'a dit « Oui, je connais bien l'arbre de Gessé, je l'ai vu de près en 1953 au Musée des Arts Décoratifs. » Voilà de mémoire. En tout cas, pour vous, à titre de mémoire, j'ai placé cette carte postale qui a été éditée au moment de l'exposition en 1953, dont il était un des clous, un des chefs-d'œuvre exposés dans ce contexte du Musée des Arts Décoratifs. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour aller plus près de la recherche actuelle et vous présenter aujourd'hui quelques résultats, d'une part bien sûr de l'observation des vitraux in situ déposés à Saint-Étienne, mais aussi vous faire état de la recherche qui a eu lieu autour des Le Prince et autour des courants artistiques qui traversent la Picardie dans ces années 1520 et aussi des mises au point au sujet des membres de la famille Le Prince, dont on sait que c'est une question complexe. Alors j'ai mis les deux ouvrages qui seront les plus utilisés, avec lesquels j'ai eu bien sûr beaucoup à faire. François Ier et l'art des Pays-Bas, c'est l'exposition de 2017 au Musée du Louvre, où sont étudiés vraiment tous les courants issus des Pays-Bas et surtout des Flandres en réalité, qui marquent profondément l'art des artistes de Beauvais. Nous verrons comment tout à l'heure. Et puis, à droite, j'ai mis la couverture de la thèse qui a été soutenue en janvier 2024 à l'Université de Genève par Raphaël Villa, les ateliers Le Prince de Beauvais, peintre et verrier de la Renaissance, avec bien sûr une thèse que nous espérons pouvoir publier. J'étais membre du jury, bien sûr, et j'espère qu'on aura l'occasion de publier ce travail dans les prochaines années. Alors, remettons-nous bien sûr dans le contexte. Pour tous les Beauvaisiens, il est clair que l'église Saint-Étienne est l'une des paroisses les plus importantes de la ville. Ce plan, bien connu, ce plan qui se trouve donc à la Bibliothèque nationale de France, montre bien des grands édifices, la cathédrale, et puis souligne l'importance de Saint-Étienne avec son grand chœur du début du XVIe siècle. Eh bien voilà, donc en fait l'environnement dans lequel se situe le vitrail de l'arbre de Gessé, c'est l'environnement du chœur de l'église Saint-Étienne. L'autel a été béni, si je ne me trompe pas, en 1522, et donc la datation de la plupart de ces verrières a été habituellement située entre cette période 1522-1525. L'arbre de Gessé, on n'en a pas la date précise, bien sûr, mais on estime une datation vers 1500, 1520, 1525, c'est une fourchette qui peut correspondre à quelque chose d'à peu près juste. Tout à l'heure, je suis passé à Saint-Étienne et on constate une grande partie de ces verrières aujourd'hui sont déposées, en particulier la baie d'Axe, la verrière d'Axe ici, on ne la voit plus. Mais heureusement, par exemple, la fontaine de Vie, elle, est évidemment encore en place. Alors, quelques détails pour nous mettre un peu dans l'ambiance de ces verrières, avec, dans la baie d'Axe, les figures de la déploration du Christ, avec ces jaunes d'argent, dont nous reparlerons beaucoup tout à l'heure. Puis aussi, on voit d'ailleurs aussi sur cette image d'autres choses, comme les dégradations. Nous en parlerons aussi tout à l'heure, plus précisément, à propos de l'arbre de Gessé, bien sûr. La résurrection, donc aussi en grand le prince, avec ces jaunes d'argent, et aussi ce qui explique en grande partie la dépose avec, vous voyez, ces jours qui marquent les espaces entre les pièces de verre et la mise en plomb, qui sont qui ont justifié les déposes à titre provisoire, vu les risques que couraient ces verrières de casse et de chute même à partir de l'état dans lequel ils se trouvaient. Voici la fontaine de Vie,
1524, cette verrière est signée et datée par Grand Le Prince, avec aussi les détails de jaune d'argent. Mais tout ça, c'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance de cet atelier que vous, bien sûr, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez bien puisque vous fréquentez couramment la cathédrale et l'église Saint-Étienne. Mais ce que je peux apporter d'un peu nouveau peut-être aujourd'hui, c'est des remarques concernant, bien sûr, l'état de conservation d'abord, puisque c'était l'objet des observations qui ont été faites en mars 2024 devant les panneaux avec Marie Ansart et l'atelier Courageux. Alors, bien sûr, d'abord, c'est une verrière incomplète. On le constatera tout à l'heure plus précisément avec la perte du registre inférieur, la proportion très importante des vers d'origine. Il faudra noter, on verra tout à l'heure quelques schémas de conservation qui vont le prouver. Quelques altérations, les corrosions de certains vers, un important dépôt, etc. On va regarder ça de plus près. Comme on le sait très bien, pendant la Révolution française, l'église Saint-Étienne avait été transformée en magasin à fourrage. Et pour faciliter l'accès à l'édifice, on n'avait pas hésité à l'époque à percer une porte au niveau de l'arbre de Jessé, sous l'arbre de Jessé. Et comme il fallait de l'espace, on a supprimé un registre inférieur qui a entièrement disparu. Alors, que contenait ce registre inférieur? On n'en sait pas grand-chose en réalité. Victor Leblond, Jean Lafon ont supposé qu'il y avait des donateurs, ce qui est tout à fait possible au regard des verrières voisines. Par exemple, on regarde la verrière qui est juste à côté, le verrière de Saint-Jean et de Saint-André, où on voit des donateurs, effectivement, sous les personnages, c'est tout à fait possible. Y avait-il d'autres éléments de l'arbre de Jessé? On peut se poser la question aussi. En tout cas, ce que l'on voit affleurer dans le bas du vitrail de l'arbre de Jessé aujourd'hui, ce sont ces ramures qui se trouvent ici plus précisément là, que l'on retrouve ici en détail, qui évoquent la présence, en tout cas, d'un paysage. Est-ce que les donateurs se trouvaient dans un paysage? Comment se développait le registre inférieur? On ne le sait pas précisément, et je crois qu'on ne le saura jamais. Je ne crois pas que l'on puisse connaître la disposition précise de l'arbre de Jessé avant donc sa mutilation, en 1794 ou 1795 selon les sources que j'ai pu, les ouvrages que j'ai pu consulter. Donc pour présenter donc un peu, se repérer dans ce vitrail de l'arbre de Jessé, pour situer les détails que je vous présenterai tout à l'heure, j'ai voulu situer ces panneaux en numérotant, en utilisant la numérotation qui est adoptée par le corpus Vitrearum, une numérotation assez simple, les lancettes A, B, C, et puis on lit le vitrail du bas vers le haut et on numérote de façon particulière les ajours du tympan. Alors, qu'a-t-il comme partie ancienne dans l'arbre de Jessé dans Grand Le Prince? Peut-on aujourd'hui réfléchir sur un vitrail cohérent, un vitrail bien conservé avec une proportion importante de pièces d'origine? On le savait bien avant l'observation in situ à Saint-Étienne. On savait bien avant la dépose des panneaux l'année dernière, ce vitrail est d'une qualité de conservation remarquable. La proportion de pièces originales est très importante. Alors là, vous avez nos brouillons de terrain. Je suis désolé, ils n'ont pas été remis au propre, mais je vous en donne rapidement les codes et la lecture en sera facilitée. Elle est facile d'ailleurs parce qu'il y a très peu à dire en fait sur ces panneaux. En orange, ce sont les restaurations du 19e ou du 20e siècle, mais des restaurations en fait dont nous ne pouvons pas toujours attribuer l'origine. Nous ne savons pas toujours de quel atelier est intervenu. La documentation à ce sujet n'a pas été complétée lors du travail du recensement des vitraux. Le volume 1 du recensement n'a pas fait le travail comme il fallait. Et en le lisant, on ne trouve pas le nom de l'atelier qui a fait les plus importantes restaurations au 19e ou au 20e siècle. En violet, ce sont ces pièces en bouche-trou, et dans quelques cas, des pièces en verre qui pourraient être des restaurations anciennes. Mais vous le voyez, là vous avez avec l'arbre de Jessé peut-être l'un des panneaux qui a le plus souffert de restauration, avec des pièces importantes qui ont été remplacées. Ici ce médaillon, ici également cette partie fait de cette figure féminine
qui imite assez bien le style d'En Grand le Prince, mais qui n'est pas du tout de lui. Et puis des petits bouche-trous. Les bouche-trous, ce sont des pièces anciennes déplacées, vous le savez sans doute. On en voit un tout petit là. Dans le personnage que l'on estime être Salomon, eh bien, on a là quelque chose, une pièce restaurée ici, une pièce de tissu également là, mais vous vous rendez compte que tout cela est relativement peu important. En notant quand même au passage pas mal de plombs de casse. Les plombs de casse, vous les remarquez, dès que vous avez des plombs qui coupent le dessin, par exemple la tête de Gessé, c'est évidemment un plomb de casse. Il n'est pas envisageable d'imaginer qu'il y ait eu un plomb au milieu du visage à l'origine. Ce sont des plombs de réparation ancienne. Alors voilà, pour des parties considérées comme très importantes, en l'occurrence ce qu'on attribue comme étant le portrait autoportrait d'Engrand le Prince, suivant la tradition, il y a quand même un certain nombre de pièces qui ont été remplacées. Je fais donc défiler quelques images avec tout de même une précaution d'usage devant ces dessins, ces relevés. Ils ont été faits certes devant les panneaux, mais devant des panneaux qui sont quand même sales, dans les plombs. Il n'est pas du tout évident que nous ayons vu toutes les restaurations et tout ce qu'a pu subir comme transformation le vitrail depuis le XVIe siècle. C'est un état des lieux au moment de la dépose. Il ne faut pas voir plus dans ces schémas que je vous présente. Le panneau qui a été sans doute le plus restauré, et ça on n'en s'en doutait pas du tout tellement le travail a été bien fait par le restaurateur inconnu, donc c'est le vitrail, le panneau de la Vierge dans son lys qui surmonte l'ancêtre d'axe de la Verrière. Cette Vierge en effet est entourée de rayons lumineux, pour la plupart modernes. Et c'était vraiment une surprise de voir ça. En revanche, dans les ajours latéraux, très peu touchés, simplement quelques petites pièces latérales qui ont été brisées, remplacées. C'est évidemment lié aux dépôts anciennes où on a toujours tendance à casser sur les marges. On se rapproche un peu du vitrail et on regarde de plus près ce que nous avons pu. Je vais vous faire donc un petit bilan rapide de ce qui a pu être observé avec Marie Ansart et les autres conservateurs que j'ai cités tout à l'heure, pour vous montrer ce que nous avons pu noter de plus important, de plus remarquable. Enfin, les verres sont pour la plupart en état de conservation remarquable, sauf certains d'entre eux. Ici, on voit un verre blanc dont la face externe, on le voit en face interne et en face externe, et la face externe est corrodée, c'est-à-dire que le verre a été attaqué par les intempéries, par l'eau surtout, il commence à se dégrader, et on voit que ces dégradations sont inégales selon les éléments de la surface du verre. Les parties protégées par le jaune d'argent, ici, ont été effectivement protégées par le jaune d'argent et le verre y est presque pas attaqué. Les parties non couvertes de jaune d'argent, elles, au contraire, ont souffert. Des verres altérés, mais peu nombreux, quelques-uns seulement, sans doute en rapport avec les approvisionnements de l'atelier en verre, des approvisionnements qui devaient être irréguliers. Qu'est-ce que l'on constate en surface ? Eh bien, en surface, là, vous le voyez avec une photographie qui est prise en lumière transmise d'une part, d'autre part en lumière réfléchie. En lumière réfléchie surtout, on note un certain nombre de choses qui sont importantes à remarquer et qui justifient, là aussi, une future restauration. Bien sûr, des dépôts liés à la poussière, à la crasse, à l'empoussièrement, ce qui est tout à fait naturel, mais aussi des dépôts, on en parlait encore tout à l'heure devant les vitraux avec Marie Ansart, des dépôts qui sont liés à un masticage absolument massif, un masticage qui est extrêmement débordant, qui déborde des plombs, qui coule quasiment des plombs, qui fait que le dessin de la verrière est en plus alourdi par la présence de ces mastiques qui presque doublent l'épaisseur des plombs, et puis ces mastiques qui sont aussi sur la surface du verre et qui font ces voiles, ces sortes de voiles gris qui sont tout à fait à retirer pour redonner au vitrail l'éclat qu'il pourrait avoir beaucoup mieux encore qu'aujourd'hui avec cet état des choses.
Alors voilà aussi une photographie, d'autres qui vous montrent eh bien voilà l'état des choses en lumière transmise et en lumière réfléchie. C'est tout à fait intéressant de remarquer là aussi plusieurs choses. La présence de très nombreux plans de casse. On peut noter aussi par ailleurs le travail de la grisaille, mais on en parlera plus spécifiquement tout à l'heure. Et puis ces restaurations dont je vous parlais, qui étaient localisées tout à l'heure par le schéma que je vous avais présenté, que vous voyez ici de plus près. Le restaurateur, après tout, n'a pas été honteux ici, puisqu'il a très bien imité, je trouve, les techniques et surtout le style d'En Grand le Prince, avec ce système d'enlevé que nous détaillerons évidemment tout à l'heure de beaucoup plus près. C'est l'intérêt d'avoir vu les vitraux en atelier et de pouvoir vous les présenter aujourd'hui avec des images qui sont donc des images très, très, très proches. Voilà justement un détail de ce panneau qui est l'un des panneaux, je dirais, le plus restauré. Heureusement, les parties les plus restaurées ne sont pas celles qui concernent la Vierge, l'enfant et son costume, avec, vous le remarquez, ces magnifiques damas au jaune d'argent, ces damas à dessin d'ocelles qui sont si particuliers à l'atelier Le Prince, qui sont comme une marque de fabrique de l'atelier Le Prince. On peut déjà les noter. Mais avec cette diapositive en lumière réfléchie face interne, en lumière réfléchie face externe, on peut montrer le travail de restauration et qui effectivement se décèle cet aspect bouillonné des verres, un bouillonnement tout à fait artificiel. En fait, pour mettre ces parties neuves, le restaurateur les a vieillis en poussant un peu la cuisson des verres et pour leur donner ce côté donc bouillonné qui se rapproche d'un état ancien, mais qui pour nous, évidemment, montre tout de suite que ces pièces sont des pièces de restauration. Alors voilà sur quoi nous nous basons. Aujourd'hui, donc, nous avons devant nous un vitrail extrêmement bien conservé, extrêmement cohérent, semble-t-il, bien sûr, avec des restaurations à venir, une dépose préventive extrêmement justifiée. Mais maintenant, nous pouvons, à partir de cela, entrer dans l'observation d'études selon un schéma tout à fait classique, en commençant, bien sûr, par l'iconographie. On parlera tout à l'heure de technique et de style, puisque la technique et le style sont des choses qui vont tout à fait ensemble, surtout en matière de vitrail. Alors pour les questions d'iconographique, eh bien un petit rappel d'abord. Je pense que pour vous, ce n'est pas très utile, mais enfin, je l'ai fait quand même. L'iconographie de l'arbre de Jessé, c'est issu d'une prophétie d'Isaïe que je vous rappelle ici. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Cette iconographie qui se développe très largement dans tous les arts, mais beaucoup dans le vitrail depuis le XIIe siècle, connaît un très très grand succès au XVe et XVIe siècle spécialement, et spécialement dans le vitrail, avec des formes qui évoluent en fonction du temps, en fonction des dévotions. À l'époque où nous nous situons, donc vers 1520-1525, l'archétype du dessin d'un arbre de Jessé a été fixé dans les années 1460. Et vous avez là un exemple qui est vraiment un exemple de référence qui se trouve dans la chapelle d'Axe de la cathédrale d'Évreux, dans la baie d'Axe même, qui date de 1469 à peu près, puisque cette chapelle a été achevée à cette date et vitrée à cette date, on le sait. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est disposé l'arbre de Jessé dans ce contexte. Eh bien, vous avez Jessé qui n'est pas couché, mais qui est bien assis, c'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs, bien sûr, à Beauvais, entouré de 2 prophètes, Isaïe, Jérémie, et puis 12 rois sur des corolles florales qui sont disposés autour de la Vierge. Alors la Vierge ici prend une place tout à fait considérable et suit une iconographie, elle aussi particulière. C'est une Vierge de l'Immaculée Conception. Elle est ici posée sur un croissant de lune et elle est rayonnante, elle est couronnée d'ailleurs. Voilà, cette iconographie liée à l'Immaculée Conception est une iconographie importante et on va, à partir de cet archétype, si vous voulez, discuter pour comprendre quel sens attribuer précisément
à l'arbre de Jessé de Beauvais et comment le situer un peu dans la typologie, enfin très rapidement, hein, très rapidement, parce qu'on pourrait évidemment gloser là-dessus très longuement, mais pour en gros situer quand même les choix qui ont été faits pour cet arbre de Jessé. Eh bien, bon, Jessé, effectivement, n'est pas couché, il est assis, enfin, je dirais presque vautré, je suis désolé. Il nous manque la partie basse. Il est donc assis sur un siège qu'on distingue un petit peu derrière et sous c'est une sorte de grand dais dont nous reparlerons pour le détail tout à l'heure. Et l'arbre s'échappe de sa poitrine pour partir dans des ramures qui portent des corolles florales, des très vastes corolles sur lesquelles, à mi-corps, sont posés les rois, pas 12 rois ici, 10 rois. Et puis ici, 2 personnages qu'on pense être des prophètes, la Vierge, qui est évidemment le fruit de cette généalogie entourée d'anges. Et nous allons détailler les choses maintenant. Alors, ce qui pose véritablement problème à Beauvais, et ce qui interroge d'ailleurs sur ce qui pouvait se trouver au registre inférieur, c'est cette disposition qui ne suit absolument pas l'ordre généalogique de la généalogie du Christ, justement. Puisque normalement, c'est David qui est le fils de Jessé. Or, David, il est un peu haut. On le reconnaît bien, évidemment, à sa harpe, ça ne peut être que David. Mais pourquoi est-il si haut ? Salomon, si c'est bien Salomon, on n'en a pas la preuve absolue. C'est ce que la bibliographie nous dit habituellement, mais en fait, on ne peut pas dire que c'est Salomon, puisque Salomon est fils de David. De toute façon, il n'aurait pas sa place là. Pour Roboam, c'est également problématique. Il s'agit bien de Roboam, comme on peut le supposer ici. Sa place n'est pas non plus à cet endroit-là dans la généalogie du Christ. Donc, on peut vraiment s'interroger sur le choix iconographique, parce que on ne peut pas non plus imaginer des permutations de rois dans cette composition qui est si cohérente. Je n'ai pas d'explication pour comprendre la disposition de cette généalogie qui ne correspond absolument pas à la généalogie classique, à celle qui est retenue par l'Église. Donc, un problème qu'on ne peut pas résoudre pour l'instant. Alors justement, pour vous aider à montrer le pourquoi de ce problème, quel est ce problème, voilà un arbre de Jessé, lui, qui est beaucoup mieux ficelé du point de vue de l'iconographie et de son classique. C'est un arbre de Jessé contemporain, ou à peu près, puisqu'on est en 1506 à Saint-Godard de Rouen, c'est Arnaud de Nimègue, l'un des vitraux les plus célèbres aussi de la Renaissance en France, puisque ce n'est pas un artiste français, évidemment, ici, ce n'est pas 2 prophètes, mais 4 prophètes qui entourent Jessé. Jessé est là, 4 prophètes. Et puis la généalogie se déroule bien, parce qu'il y a David, et la Vierge, on la met tout de suite au-dessus de David, parce qu'on veut marquer le fait qu'elle est dans la lignée de David, et puis les autres rois sont autour. Mais cette fois-ci, se présente de façon plus moderne, entre guillemets, parce que oui, je pense qu'on peut le dire, non pas posés sur des corolles florales, comme c'était le cas, par exemple, à Évreux tout à l'heure, mais disposés, perchés sur l'arbre lui-même. Pour les rois, toujours, selon une tradition que je trouve persistante au travers de la bibliographie, on trouve des liens avec des portraits de personnages contemporains. Alors, c'est peut-être le fait que des types de figures ont pu être comparés en effet à des types royaux. Le jeune Charles Quint, voici le jeune Charles Quint, représenté à peu près au moment où il devient empereur, en 1519, au moment où en gros le prince pense à son vitrail. Effectivement, on peut comparer des choses comme ça, mais je pense que ce sont plutôt des types contemporains qui ont été placés dans le vitrail, plutôt que l'introduction de figures contemporaines. Bien que ce processus soit tout à fait possible. Tout à l'heure, nous parlerons des puits d'Amiens, et en particulier du puits de 1518-1519, dans lequel se trouve la figure ici de François Ier, jeune, donc en 1518.
L'introduction de personnages contemporains dans une œuvre d'art est tout à fait possible, mais on n'en peut pas non plus en avoir la preuve. La seule chose que l'on puisse remarquer dans ce personnage ici à droite, c'est la présence de ce collier de Saint-Michel sur les épaules. Effectivement, l'ordre de Saint-Michel, eh bien, c'est l'ordre royal français, tout à fait classique, et peut-être se rapporte-t-il à un roi de France, mais vraiment, ce n'est pas très important. Ce sont des suppositions qui ne font pas avancer véritablement la question. Oui, je le disais tout à l'heure déjà en parlant de l'arbre de Gessé de Saint-Gaudard de Rouen, d'Arnaud de Nimègue, d'autres arbres de Gessé contemporains présentent des rois perchés sur les ramures. C'est une formule qui est beaucoup plus moderne, plus mouvante et qui est pratiquée beaucoup plus fréquemment que celle que l'on trouve à Beauvais. Beauvais, c'est l'arbre de Gessé de Saint-Étienne, c'est une reprise vraiment d'une formule classique. Voilà un autre grand artiste du XVIe siècle, Mathieu Bléville de Saint-Quentin, un autre artiste picard qui adopte cette formule à Bussy-le-Long. Alors on remonte dans le vitrail, toujours pour des questions d'iconographie. Alors, les deux personnages qui se trouvent dans ces écoinçons sous la Vierge et qui, pour l'un, montre la Vierge, on voit ici son geste plus précisément, l'autre tient un rouleau textuel dans la main droite, sont très probablement des prophètes. On ne peut pas savoir lesquels, en tout cas, ce sont les prophètes que l'on voit habituellement dans les arbres de Gessé, qui sont cette fois-ci non pas au registre inférieur, mais qui sont cette fois donc tout près de la Vierge et qui désignent la Vierge et le Christ comme inscrit dans la généalogie de David. La Vierge elle-même, ce qui est important, c'est de savoir, de la regarder avec en particulier la fleur de lys, symbole de pureté, bien sûr, et puis ses rayons. Ce que nous avons dans un autre arbre de Gessé parfaitement contemporain, ici en Normandie, à Elbeuf, c'est un peu la même chose. Vous avez aussi une grande fleur de lys qui couronne le vitrail avec une vierge qui est entourée de lumière. C'est une vierge de l'Immaculée Conception. Peut-on dire aussi que celle de Beauvais est une vierge de l'Immaculée Conception? On aurait tendance à dire oui, en raison donc de la présence de cette lys de pureté et de ses rayons. Elle se rapporterait donc à cette dévotion qui est si répandue, si importante dans le contexte de la fin du Moyen-Âge et des premières décennies de la Renaissance. Alors, il reste un certain nombre de questions encore, toujours pour l'iconographie, parce que on regarde par exemple ce que tient l'enfant Jésus. Il tient quelque chose qui ressemble à une guirlande, je ne sais pas très bien, une guirlande florale, une guirlande à quadrilobe, comme une croix ici. Est-ce que c'est en rapport avec la future croix? Qu'est-ce que c'est cet objet véritablement? On ne peut pas imaginer qu'il soit seulement décoratif, mais qu'il ait une signification, sans doute, que je n'ai pas pu préciser. C'est une question que je pose aujourd'hui simplement. Autour de la Vierge, eh bien, chantant des louanges à la Vierge, chantant et jouant des louanges à la Vierge, deux anges musiciens, un ange luthiste que nous avons là pris depuis l'échafaudage, il n'était pas encore déposé, et puis un joueur de chalmi, cet ancêtre du hautbois que vous avez là, alors qu'il n'était pas encore non plus tout déposé. Cette fois-ci, il est présenté en lumière naturelle sur place, juste avant sa dépose. Pourquoi j'avais choisi tout à l'heure ce vitrail de l'église de Chevrières et de l'avoir mis aujourd'hui à nouveau en face de l'arbre de Gessé de Saint-Étienne? Cet arbre de Gessé du XIXe siècle eh bien, a été reconsidéré à partir de l'original. Et les questions que se sont posées le peintre Verrier, l'évêque, sont liées aussi à l'iconographie, pas seulement au style, mais aussi à l'iconographie. Et vous le constatez, par exemple, il place au-dessus de Gessé David. Il s'est rendu compte, je ne suis pas le premier, loin s'en faut, à constater les incongruités
de l'iconographie de l'arbre de Jessé tel qu'il est en place, tel qu'il a été conçu à Saint-Étienne. Vous voyez, le changement de position est tout à fait affirmé, clair, logique cette fois-ci. On est dans le bon ordre. Vous voyez donc, ces questions que j'ai soulevées aujourd'hui, elles ont déjà été remarquées depuis longtemps et l'évêque en avait tiré quelque chose. En revanche, il n'avait pas compris que le Jessé était non pas couché, mais assis. Ici, il est plutôt couché. Maintenant que nous sommes tout à fait assurés de l'authenticité de l'œuvre, que nous avons regardé un peu l'iconographie, il s'agit de parler un peu plus de questions de style. Et c'est là que nous allons regarder d'abord des questions de technique et des questions ensuite plus approfondies liées à l'art des Le Prince et à ses origines. Alors oui, en grand Le Prince, c'est une personnalité qui a très certainement existé, mais on la connaît, il faut bien le reconnaître, très mal si l'on considère les archives, puisque aucun document concernant Engrand-le-Prince n'a été découvert à ce jour. Pour fonctionner, pour fabriquer un certain nombre d'attributions, on s'est fondé pour l'instant uniquement sur des signatures. L'une des plus fameuses, évidemment, se trouve, et les plus développées peut-être, se trouve dans l'arbre de Jessé même, avec ce Angre, qui correspondrait donc à Engrand, un Engrand dont parlait le Pierre Levieille tout à l'heure dans la citation que j'ai lue. Et ce serait donc l'un des personnages d'une dynastie de peintres verriers qui a travaillé à Beauvais sur plusieurs générations. Les choses sont extrêmement compliquées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à distinguer les uns Engrand, Jean, les générations. Engrand et Jean semblent être de même génération. Nicolas, la génération d'après, Pierre le Prince, encore un peu plus tard. Mais tout cela a été développé de façon précise dans la thèse de Raphaël Villa. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. En revanche, je vais essayer de cerner ce que nous pouvons dire aujourd'hui, très simplement, d'Engrand le Prince. Une des choses les plus certaines, c'est sa date de décès. Sa pierre tombale a été relevée au XVIIIe siècle par un érudit, par Louis Borel, dans le cimetière de l'église Saint-Étienne, et cela donnait ceci. Sigy Engrand-le-Prince, en son vivant vitrier, natif de Beauvais, donc on sait c'est un Beauvaisien, c'est important de le noter, lequel décéda le jour de Pâques fleuries, 1530. Alors Pâques fleuries, ce sont les rameaux, et les rameaux de 1530, on est en 1531, parce que l'année se terminait une semaine plus tard. Donc, c'est un 1530 ancien style, comme on dit. Donc, il est bien mort le jour des rameaux de 1531. Et puis, on constate, c'est important aussi, que sa sépulture est associée à celle du sculpteur Jean Lepeau, lui qui est originaire du Pas-de-Calais, et qu'ils sont donc inhumés dans le cimetière, et ces deux artistes ont fait plusieurs œuvres de leur métier dans l'église Saint-Étienne. Et bien ça, effectivement, c'est tout à fait exact. Autrement, poursuivre l'activité d'Engrand le Prince, ce sont donc des signatures, c'est son style si particulier, et je ne vais pas gloser sur le détail de ce style pour l'instant. En tout cas, on ira plus près avec l'arbre de Jessé. Pour l'instant, je vais vous montrer quelques images des œuvres qui lui sont attribuées. Alors, ces œuvres ne sont pas qu'en Picardie, vous le savez bien, elles sont aussi beaucoup en Normandie, et elles touchent tout près Paris aussi, avec un vitrail qui a été réalisé pour l'église Saint-Martin de Montmorency. C'est la diapositive qui est en haut, où l'on voit la signature Help, Engrand le Prince, et ici, dans le vitrail des chars de l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Rouen, le chœur de la cathédrale de Beauvais, ces images qui sont bien connues. Alors, la cathédrale de Beauvais, bien sûr, le vitrail de Louis de Roncherolles, qu'on date vers 1522, avec un très beau détail. À Rouen, le fameux vitrail des chars, avec cette très belle vue du grand pont, du pont de pierre de Rouen et de la cathédrale de Rouen. Montmorency, plus en détail ici. C'est important de savoir qu'il a travaillé pour cette collégiale qui appartenait donc à la grande famille des Montmorency, et où il a pu justement faire prendre contact avec les autres artistes parisiens qui étaient eux-mêmes sous influence des Pays-Bas,
à cette occasion-là. Une donation de Charles Villiers de l'Isle-Adam, qui a été évêque de Beauvais, et un vitrail donc, sur lequel je ne fais que passer. Vitrail de Saint-André, juste à côté du vitrail de l'Arbre de Jessé, avec ces damas si particuliers que l'on reconnaît bien, cette peinture qu'on va détailler tout de suite, ce travail au jaune d'argent si libre que nous allons détailler. C'était juste quelques images pour vous montrer ce que l'on sait de l'œuvre d'Engrand. Voilà, aussi Louvier, ici le vitrail de Saint-Claude, Fitzjam, si peut-être Engrand-le-Prince, mais le vitrail est tellement dégradé qu'il est bien difficile de poser une attribution très précise. 1526, Saint-Gervais-Saint-Protais de l'église de Gisors, avec l'histoire de la vie de Saint-Claude, la merveilleuse vitrail de Saint-Claude avec ce sublime détail du jaune d'argent sur l'épaule du petit clerc qui est là. Et ce vitrail, ce fragment rescapé du dernier vitrail connu, plus tardif des vitraux attribués à Engrand-le-Prince, réalisé en 1528 pour la confrérie Notre-Dame du Jardin à la cathédrale de Rouen, avec là une image qui nous met déjà vraiment bien dans l'art d'Engrand de plus près, que nous allons voir maintenant de près. C'est peut-être l'un des intérêts justement de cette observation que nous avons pu faire dans l'église, devant les panneaux, et dont je vais vous faire part aussi avec maintenant quelques images. Quels sont les axes sur lesquels je vais insister? La coloration des verres, alors qualité extraordinaire, la gravure de ces verres plaqués, ce qui est rarissime dans l'œuvre d'Engrand-le-Prince et qui montrera que vraiment cette verrière a été traitée avec un soin tout particulier. La grisaille jaune d'argent, bien sûr, posée avec une grande liberté, une grande sûreté pour un travail d'une fantaisie extrêmement fabuleuse. Alors voilà, les verres de qualité, eh bien, c'est difficile à partir des images que je vais vous présenter de les imaginer vraiment, mais devant le vitrail, on a le sentiment de cette vibration, de cette palpitation des verres bleus de fond qui a été souligné depuis longtemps, et ces associations de couleurs qui sont fabuleuses, qui sont très fortes, la capacité d'un artiste comme Engrand-le-Prince à associer les différentes teintes et avec une sûreté, une liberté, une force qui vraiment le place parmi les plus grands par sa maîtrise, sont évidentes. Quand on regarde de plus près, et là on va de l'ensemble à un petit détail, encore un détail plus précis, on voit la qualité de ces verres, ici avec un vert violet plaqué sur bleu, qui montre aussi la richesse de l'approvisionnement de l'atelier en verre, un approvisionnement que l'on peut en grande partie imaginer dans les verreries normandes voisines, dans la forêt de Lyons par exemple. On va passer justement à ces verres gravés dont je vous parlais, ces verres gravés qui sont c'est pas une technique rare du tout au XVIe siècle, mais rare dans la production d'Engrand-le-Prince. De quoi s'agit-il? Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est assez simple en réalité, parce que les verres ont plusieurs couches. On choisit un verre à plusieurs couches, un verre rouge, un verre bleu. Les verres rouges sont toujours à deux couches. Voilà une couche claire, voici une couche de couleur. De quoi s'agit-il quand on veut graver? Eh bien, on ne grave généralement pas à l'acide, puisqu'on n'en a pas vraiment la capacité. À cette époque-là, on grave de façon mécanique. On prend une molette ici, qu'on peut faire tourner avec un archet, par exemple, ici. Et puis, on fait une abrasion mécanique. Vous voyez les rayures qui marquent justement l'abrasion, le geste de l'outil, la trace de l'outil, un peu débordé, un peu rayer le verre à côté. Mais l'idée, c'est de dégager la couche de couleur pour arriver à la couche de verre support clair. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec une virtuosité extrême dans certaines parties, dans d'assez nombreuses parties de l'Arbre de Jessé d'Engrand-le-Prince, avec ici, donc, sur verre rouge, dans le costume dudit Salomon, ces gravures qui prennent le dessin de ces motifs que vous avez ici sur cette sorte de plastron, des motifs qui sont tantôt jaunes, tantôt blancs. Jaune parce que les parties de verre blanc, la couche de verre blanc a été repassée au jaune d'argent. Mais c'est bien un verre rouge plaqué sur blanc, bien sûr.
Et les gravures, on le constate, ne sont pas faites sur la face interne, mais sur la face externe du verre, avec ici, voilà, sur la face externe, le travail de gravure que l'on voit selon le principe que j'avais montré sur cette image précédente en lumière réfléchie. Voilà, voilà ce travail-là, avec bien sûr un travail de reprise au jaune d'argent et à la grisaille tout à fait possible et bien sûr réalisé ici. Autre détail important de reprise de gravure, eh bien la molette, elle était utilisée autrement pour réaliser ces sortes d'éléments décoratifs du costume, ce costume qui est rouge avec des taches jaunes, en réalité des taches qui sont des barres blanches reprises au jaune d'argent, qui sont des éléments du décor de ce magnifique, de ce somptueux costume. Eh bien, la molette, on peut imaginer une molette rotative ici qui a creusé successivement toutes ces petites traces sur le verre plaqué pour dégager la pellicule de rouge et retrouver le blanc en dessous, repris ensuite au jaune d'argent. Tout cela, évidemment, là aussi, sur la face externe. Alors, évidemment, non, parce que très souvent, même le plus souvent, ça se passe sur la face interne. Ici, c'est sur la face externe. Alors, les choses les plus notables dans l'art, bien sûr, dans Grand Le Prince, c'est le travail de peinture sur verre, la grisaille et le jaune d'argent. Et là, on cite toujours cette même formule de Lucien Magne, de l'architecte Lucien Magne. Je la reprends aujourd'hui parce qu'elle dit à peu près tout. Je reconnaîtrai partout un vitrail dans Grand Le Prince, à la liberté du dessin, à l'indication large des modelés, aux oppositions justes des tons les plus éclatants, aux touches légères du jaune d'argent qui brillent comme de l'or de la lumière des étoffes blanches. Tout est dit. Eh bien, voilà, pour maintenant entrer dans le concret, puisque nous pouvons le faire aujourd'hui, regardez comment on peint au XVIe siècle, sur un chevalet lumineux. Voilà, une gravure allemande, mais qui montre comment, de toute façon, on pouvait peindre sur un chevalet lumineux dans l'atelier. Un petit rappel aussi, pour savoir... On va parler de grisaille. Eh ben, la grisaille, vous avez là un petit schéma qui vous montre comment on pose la grisaille avec les oxydes métalliques, le fondant et le liant. Pour arriver à une peinture vitrifiable. Voilà le détail. Je vous laisse ça sous les yeux, je ne vais pas la commenter plus. C'était juste un élément de rappel pour vous indiquer ce qu'est la grisaille, donc une des peintures vitrifiables les plus anciennes de l'art du vitrail, puisqu'on la trouve dès l'époque mérovingienne, en tout cas dès l'époque carolingienne dans le vitrail. Mais ce qui est plus important pour moi aujourd'hui avec ces diapositives un peu pédagogiques, c'est de vous montrer un peu comment on peint sur verre et après quels sont le vocabulaire de peinture sur verre et comment justement on peut les appliquer à la description de ce que fait en grand Le Prince sur le verre lui-même. Dans le vitrail, c'est très simple. Il y a des lavis, des enlevés et des traits. C'est ça, on sait déjà l'essentiel. Ces lavis, ce lavis, il peut être lisse. C'est un lavis blaireauté. Le blaireau, c'est un pinceau très lisse. Ça donne des lavis très, très couvrants, mais lisses. Le lavis, on peut très vite le travailler au putois. Et le putois, ça donne un putoisé. Ce putoisé, ça donne un granité. Déjà, on travaille avec le pinceau de façon verticale. Ça fait déjà un petit apport de lumière. Ça lui donne déjà une petite matière intéressante. Bon, bien sûr, l'idée en vitrail, c'est de jouer avec la lumière et avec la couleur. Pour cela, il faut apporter de la matière, mais il faut aussi en enlever. Évidemment, alors on enlève. Alors pour enlever, on peut enlever à la brosse. Dans le lavis, ici, on enlève avec une brosse, on peut enlever avec le doigt. On peut enlever avec un manche de pinceau, un morceau de bois, une éponge, ce que vous voulez. Les traits ici, vous avez des traits posés sur le lavis, des traits et des pointillés, traits enlevés et désenlevés au petit bois. Ici, enlevé au petit bois, c'est un manche de pinceau, il faut gratter dans la grisaille, ça fait ça. Une fois que vous avez ce vocabulaire en tête, eh bien, vous pouvez regarder ce qui se passe dans l'œuvre d'En Grand Le Prince. Là, on est vraiment dans une macro-photo, on peut vraiment réfléchir et montrer et saisir toute la virtuosité, la sûreté du travail de l'artiste tel que l'annonçait déjà tout à l'heure Lucien Magne. Les lavis, il faut les lavis de fond, vous les voyez là, des lavis très putoisés, les enlevés qui modèlent
l'image de façon extrêmement subtile, des enlevés à la brosse ici, mais des enlevés beaucoup plus subtils, plein de tortillons partout, des minuscules tortillons, des enlevés beaucoup plus gros au petit bois, ici au petit bois également. Là, un petit coup de crayon ici, un petit dégagement. Les sourcils sont très caractéristiques. Et dans la chevelure, tout à fait autre chose, un lavis beaucoup plus blaireauté, ici, beaucoup plus lisse, avec des enlevés beaucoup plus larges à la plume qui donnent cet effet-là. Et puis, des grisailles différentes, plusieurs nuances de grisaille, au moins 3 nuances de grisaille. Voilà, on est déjà un peu dans le bain. On va regarder un peu comment les choses se passent de plus près encore. Et surtout, ce qui nous frappe, nous historiens du vitrail, dans l'art des Le Prince, c'est la qualité du rendu des blancs, des étoffes qui vibrent à la lumière. On le voit déjà bien, fort bien, avec ici cet ange, ces étoffes éclatantes, blanches éclatantes. C'est extrêmement difficile d'arriver à ce résultat-là. Et pour que vous compreniez mieux la façon dont c'est fait, j'ai choisi un autre vitrail dans Grand Le Prince, qu'on a vu de près aussi à l'atelier Courageux, et qui se trouve à Beauvais, pas à Beauvais, c'est celui-ci, mais à Rouen. Alors, le travail de la grisaille. Le travail de la grisaille, comme toujours chez Le Prince, avec bien sûr, plusieurs couleurs de grisaille. Une grisaille plus rousse ici, des traits plus noirs, une grisaille brune pour les lavis. Bon, voilà, ce qui est déjà très intéressant. Et puis, les grisailles sont posées d'une façon extrêmement fluide. Ça veut dire que l'élément, le liant qui est utilisé pour la grisaille est un liant important. C'est de l'eau probablement qui laisse partir la peinture de façon assez fluide. Et puis, il y a le jeu des enlevés. On va le regarder un peu mieux encore sur la photo suivante. Mais ce qui est marquant aussi ici, c'est la qualité des coupes du dessin qui suit parfaitement la silhouette de la figure. Bon, il y a un plan de casse ici, évidemment, mais voyez comment la mise en plomb s'accorde avec l'œuvre elle-même. La grisaille, elle est posée en face interne aussi bien qu'en face externe, de façon complémentaire. Ici, on peut le voir. Et regardez comment les choses sont posées. Bon, ici, en lumière réfléchie, en lumière transmise. Et ce travail tout à fait merveilleux de liberté, avec ces enlevés en tortillon, très léger, qui illumine tout le détail de la grisaille, et puis ces gros enlevés très larges, mais tellement sûrs et tellement libres, qui évoquent le blanc éclatant de cette draperie. C'est la même chose à Saint-Étienne de Beauvais, avec même peut-être un peu moins de liberté. Enfin, c'est le même principe. Des subtilités que nous avons observées aussi en regardant le vitrail de tout près. Eh bien, c'est par exemple dans David, la seconde main qui apparaît derrière les cordes de la harpe, qu'on ne peut pas voir, qui sont sous le lavis très, très putoisé ici. Vous avez la seconde main de David qui apparaît. Qu'est-ce qui est caractéristique dans l'œuvre d'Engrand? C'est bien connu pour l'usage du jaune d'argent dans cet atelier. C'est ce qui fait sa caractéristique, l'une des caractéristiques les plus fortes, c'est de l'utiliser véritablement comme une peinture, pas juste pour montrer une barbe, indiquer un détail, c'est pour véritablement construire la figure, apporter un élément du dessin supplémentaire, avec presque autant de précision qu'avec la grisaille. Cette silhouette ici, de figure étonnante, ces ocelles de ces damas, c'est tout à fait caractéristique. Mais voilà, il y a encore beaucoup mieux, et qui montre ici toute la liberté de l'emploi de cette technique, une des libertés qui caractérise donc bien sûr l'œuvre d'Engrand. Regardez ce détail qui s'intègre dans les plis du costume du pseudo Salomon. Et puis, ce travail au jaune d'argent, les nuances, en fait, il utilise aussi toutes les nuances possibles du jaune d'argent, allant de l'ocre brûlé, au jaune citron pour donner ces détails. Voilà. Ce sont des choses bien connues qu'on trouve dans tous les ouvrages consacrés à l'artiste. Là, l'avantage que nous avons aujourd'hui, avec ces diapositives, c'est de pouvoir observer de tout près, comme si vous étiez devant les panneaux, ce magnifique travail de peinture au jaune d'argent, avec là aussi une subtilité que peut offrir le jaune d'argent, c'est
Voilà, jaune d'argent sur bleu donne vert. Voilà le détail du jaune d'argent sur ces pièces de vert bleu qui joue avec ces nouvelles nuances possibles donc sur le vert bleu et apporte une touche extrêmement subtile. Et la technique, on le constate dans ce vitrail, c'est une technique qui n'est pas absolument homogène. Et ça, c'est tout à fait intéressant à relever parce que on va le voir, ça interroge sur ce qu'est l'atelier d'Engrand-le-Prince. Y a-t-il qu'un peintre dans l'atelier, plusieurs peintres? Quel est le partage du travail éventuellement? Je n'ai pas de réponse à ces questions, je l'avoue aujourd'hui, mais en revanche, ce sont des questions qu'il faut se poser sans aucun doute. Ce qui est classique dans l'art du vitrail, c'est de constater que entre les panneaux des lancettes, ce qui est le cas ici pour ce détail-là, et les panneaux des ajours des parties supérieures, des tympans, en particulier les parties qui sont donc présentées plus haut dans le vitrail, la technique est souvent plus lâche. On va plus vite pour dessiner les parties moins visibles, plus loin de l'œil. Et effectivement, si là on a quelque chose de posé avec beaucoup de précision quand même, malgré cette liberté dont je vous parlais, ici, ça va très vite. Regardez la bouche comme elle est faite. C'est vraiment un trait de pinceau. Voilà, les enlevés dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est autant, vous voyez, ces sourcils très détaillés ici, et bien ici, elles sont beaucoup moins détaillées. Ce sont quelques tortillons très vite posés. En revanche, quand on regarde de très près les vitraux, les panneaux des lancettes, ici à gauche, un des panneaux qui avait été déposé il y a quelque temps déjà, il y a 10-15 ans, je sais plus, enfin il y a un certain temps, disons, dans l'atelier Courageux, que j'avais pu voir de près. Et en le mettant face à la tête du Roboam, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour moi, ce n'est pas la même main qui travaille ici. Dans le vitrail, dans le roi qui est à gauche, vous avez des enlevés extrêmement larges ici. Vous avez un lavis qui est presque exclusivement travaillé, qui est blaireauté et avec quelques enlevés à la brosse. Des traits qui sont extrêmement précis. Alors que là, on a cette liberté complètement différente. Là, vous n'avez pas de sourcils qui sont détaillés. Tout ça est très linéaire. Et là, ici, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus inventif. Pour moi, ce n'est pas le même peintre. Mais bon, voilà. Je reste sur ces remarques qui sont importantes quand même pour la réflexion que l'on doit mener sur la structure même de l'atelier Le Prince. Avec là aussi une autre confrontation entre un détail de l'arbre de Jessé, à droite, toujours le même, et à gauche, une figure que je vous avais déjà montrée, de 1528. Là aussi, dans ce vitrail qui vient peut-être de la cathédrale de Rouen, beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de liberté. L'art d'Engrand-le-Prince a différentes facettes, et on peut imaginer aussi peut-être plusieurs peintres, donc je le répète, dans l'atelier. Maintenant, dernière ligne droite avant de terminer cette présentation. C'est un peu, je peux vous faire un peu le compte-rendu de ce qui a été écrit au cours de ces derniers temps sur les origines de l'art d'Engrand-le-Prince. Je n'apporterai rien de véritablement nouveau, mais je tâcherai de vous faire un peu le point sur cette question importante. D'abord, la question des modèles qui pouvaient se trouver dans le fond d'atelier, ce sera un premier point. Comment sont utilisés ces modèles et aussi quels sont comment les choses fonctionnent dans l'atelier. Alors pour vous remémorer un peu les choses, pour vous rappeler que ce que l'on pouvait trouver dans les fonds d'atelier au XVIe siècle, je vous ai sorti un petit inventaire après d'essais parisiens qui vous montre qu'on peut trouver tout à fait de façon très classique dans un atelier de peintre verrier. Des patrons, des cartons de vitraux, des patrons de vitres, 20 sols, qui ne coûtent pas cher d'ailleurs, 20 sous tournois, c'est rien. Item 300 pièces de moulure en papier, telles quelles, prisées ensemble. Item 100 paysages en papier. Item 4 petits livres, dont une petite Bible historiée, un Nouveau Testament, 2 autres de grotesques.
prisé qu'un sous-tournoi. Item, plusieurs traits imprimés sur papier, plusieurs pièces de moulure, donc beaucoup de gravures, des moulures en taille douce, des dessins imprimés, des gravures encore là, des paysages, des livres, des bibles historiées, donc une bible avec des gravures. Voilà ce genre de choses qu'on peut trouver dans un atelier. Il était évident que dans un atelier, le peintre verrier travaille avec beaucoup de modèles qu'il a chez lui. Alors, la question de ces modèles est une vieille question. Et Pierre Le Vieil, on va en revenir à Pierre Le Vieil, cite toujours son correspondant beauvaisien à ce sujet. Alors c'est un peu délirant, mais c'est intéressant à noter quand même. Le prince qui ne lui donné que du parfait autant qu'il pouvoit n'épargnait pas la dépense pour y atteindre. Il envoyait aux plus habiles peintres d'Italie et d'Allemagne le dessin des compartiments et ordonnances de la pierre des vitraux qu'il vouloit peindre, afin qu'ils pussent mieux, dans les cartons qu'il leur demandoit, en ordonner les figures et les ornements, dont il reste plusieurs dessins de la dernière perfection. Les curieux qui passent par Beauvais vont voir dans l'église de Saint-Étienne les vitres qu'il a peintes en la chapelle de Notre-Dame de Lorette, c'est pas vrai, et dans celle de Saint-Jean, d'après les dessins de Raphaël, et encore l'arbre de Jessé, les vitres de Saint-Sébastien, d'après Jules le Romain, la nativité de la chapelle de Sainte-Marguerite, l'histoire de Saint-Claude, de Saint-André, de Saint-Jean, au-dessus de l'hôtel de Saint-Claude, le jugement dernier, l'histoire de Saint-Étienne, donnée par la famille des La Fontaine, Saint-Nicolas secourant un vaisseau agité par la tempête, Sainte-Catherine au milieu des docteurs. Bon, c'est un peu une vision tarte à la crème de ce que l'on peut imaginer des modèles du XVIe siècle au XVIIIe siècle. On voit tout de suite des grands noms, Raphaël, Jules Romain. Bon, c'est pas tout à fait faux parce que en réalité, les modèles circulent bien dans l'atelier et il est clair qu'ils étaient nombreux, mais essentiellement allemands, essentiellement flamands. Alors, flamands, oui, c'est un peu ce qui va nous guider maintenant. Très récemment, enfin il y a quelques années maintenant, un historien qui s'appelle Peter van den Brink a découvert au Kupferschichtkabinet de Berlin, cabinet donc des arts graphiques, des estampes, a trouvé une série de dessins qu'il attribue au maître de l'Ascension de Berlin, un artiste probablement picard, des scènes de la vie de saint Thomas. Et ces scènes de la vie de saint Thomas, probablement, il pense que c'était fait pour un vitrail, l'auteur, mais plus probablement pour les différents panneaux d'un retable. Et cette série de dessins porte la mention du prince, en écriture du XVIe siècle. Alors, c'est pas le prince, mais du prince. Eh bien, on peut imaginer quand même très bien que c'est ce type de dessin, entre autres, des gravures, beaucoup aussi, bien sûr, des gravures de Dürer, bien sûr, on s'est repéré des gravures de Lucas de Leyde. Mais ce type de dessin a pu être dans l'atelier Le Prince à Beauvais. Ça, c'était vraiment une découverte importante. Et quand vous regardez le style très laido anversois de ces paysages qui sont vraiment qu'on retrouve, pensez au vitrail de Louis de Roncherolles, par exemple, et bien d'autres, ces montagnes, ces silhouettes d'arbres grêles et ces visages. Je crois qu'on est dans un univers qui est tout à fait comparable, et c'est vraiment ce type de modèle, je crois, que l'atelier Le Prince a pu avoir en main. Là, un autre dessin, la photographie n'est pas très bonne, je l'ai repiqué dans l'ouvrage de 2017, dans le catalogue de 2017, Anvers. Et c'est vraiment la source anversoise est totalement déterminante. On pense toujours à l'Italie dans la première Renaissance, mais non, dans le nord de la France, à Paris, les mouvements dominants sont des mouvements, les courants dominants sont des courants qui viennent du nord. La Renaissance, elle vient essentiellement du nord. Et dans ces années 1520, les modèles, ils viennent majoritairement d'Anvers. Ça ne veut pas dire qu'en Grand Le Prince soit allé là-bas se former, on n'en sait strictement rien. On n'en a aucun élément là-dessus. Mais ce qui est tout à fait certain, c'est qu'en Picardie, entre Anvers et Paris, ce type d'artistes, ces artistes anversois circulaient, et leurs modèles aussi. Voilà un arbre de Jessé. Eh bien, il y a énormément de points communs avec notre arbre de Jessé de Beauvais, la figure de Jessé, le positionnement extrêmement maniériste de ces personnages
est tout à fait dans ce que nous voyons dans Grand le Prince. Mais on va le comprendre tout de suite, en tout cas petit à petit. Et certes, c'est le courant dominant que subit la famille Le Prince en Grand dans ces années 1520, mais en Grand Le Prince, on fait tout à fait autre chose. Il n'est pas aussi maniériste que ces modèles. De ces modèles maniéristes, il en fait quelque chose de beaucoup plus ample, beaucoup plus statique, beaucoup plus fort. C'est pas du tout. On ne peut pas classer en Grand Le Prince dans ce courant de maniérisme anversois dont nous allons voir l'une des manifestations maintenant les plus proches sans doute de l'art d'Engrand, celle qui a été le plus fréquemment rapprochée de lui, c'est le fameux puits d'Amiens de 1518-1519, au juste poids, véritable balance. Donc ce puits commandé par le maître de la confrérie des puits Notre-Dame d'Amiens a été exécuté en 1518-1519 par un artiste qu'on appelle habituellement le maître d'Amiens. Ce n'est pas un Picard, il s'agit probablement d'un artiste anversois, peut-être installé temporairement à Amiens, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce genre d'art qu'Engrand a pu voir. Alors, les comparaisons fonctionnent assez bien. Ici, dans le Dieu le Père, qui domine le puits de 1518-1519, eh bien, les comparaisons portent tout de suite. Je vous parlais tout à l'heure de ces magnifiques draperies volantes et très maniérées. Écoutez, ici, on les voit transcrites en vitrail chez Engrand le Prince, avec ces enlevés, avec ces mouvements, le jaune d'argent. Tout cela peut être transposé en vitrail presque aisément, mais avec un maniérisme beaucoup plus puissant. On le constate aussi dans le détail. On peut noter en passant l'iconographie assez étonnante, Dieu le Père qui tient la balance, le Saint-Esprit qui remet le fléau à sa place, qui pousse le fléau de la balance pour arriver à la mettre à son équilibre. Ce que l'on note aussi ici, c'est bien sûr ces architectures tout à fait surprenantes dans le vitrail de l'arbre de Gessé de Beauvais, qui en fait viennent de ces structures flamandes, ces structures avec une texture quasiment métallique que l'on trouve dans cet art lédo anversois, est si bien représentée ici, avec cette matière, elle aussi, toute dorée. Eh bien, là aussi, autre rapport avec un artiste de même origine. On ne sait pas du tout si Engrand a pu le rencontrer, a pu le voir. En tout cas, Engrand le Prince et ses frères, enfin sa famille, pouvaient avoir dans leur atelier des modèles de ce type. Qui est-ce ? Eh bien, il s'agit d'un artiste qu'on appelle généralement, qui signe Godefroy le Batave. Alors, le Batave, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Batave, c'est un artiste originaire des Pays-Bas, mais qui a sans doute lui aussi été formé à Anvers et qui réalise plusieurs manuscrits dans l'entourage de Louise de Savoie, et de François Ier, entre 1519 et 1526. On le connaît à ces dates-là en Île-de-France. Eh bien, lorsqu'on compare, par exemple, cette enluminure des commentaires de la guerre gallique, 1519, avec des détails que j'ai extraits de l'arbre de Gessé, je crois que ça fonctionne quand même pas mal. Alors, je pensais peut-être là, la rapidité de l'exécution, j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Ce visage, on peut le comparer aussi avec ces figures qui sont beaucoup plus maniéristes, certes. On voit là, comme je vous disais tout à l'heure, toute la différence entre les modèles que a pu avoir en main Engrand le Prince et leur interprétation d'une façon très différente, à la française. Et c'est vraiment assez net ici. Là aussi, un autre détail, du dais qui surmonte le Gessé à Beauvais. Et regardez ça, si ce n'est pas aussi dans cet esprit que nous trouvons ici, le décor du trône de Jules César dans ses commentaires de la guerre gallique. Eh bien voilà, c'était sur ces derniers commentaires concernant l'histoire de l'art que je voulais m'arrêter. Voilà, je suis prêt maintenant à répondre aux questions
éventuellement que vous voudrez bien me poser. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Vous envisagez pas de mettre cette verrière en double? Ne pas la reposer dans les meneaux directement, mais la remettre en Écoutez, double verrière, voilà. ça, ce sera sûrement une bonne précaution. Ça ne dépend pas de moi, ça dépendra de la ville de Beauvais et de l'architecte qui sera choisi. Mais effectivement, vous avez raison, une double verrière de protection sera tout à fait adaptée. Et bien sûr, ce système de double verrière aujourd'hui assure la protection, la pérennité, la protection des œuvres. C'est vraiment une méthode que l'on pourrait souhaiter adopter pour un vitrail aussi insigne, pour le protéger aussi, ne serait-ce que de la grêle ou des imbéciles qui tireraient avec des cailloux, des ballons ou des fusils sur ce vitrail. Oui, bien sûr, une solution tout à fait intéressante pour une œuvre aussi importante, elle serait justifiée. Effectivement, alors là, pour moi, je peux parler au nom de la ville de Beauvais. Pour l'instant, la restauration n'est pas lancée. Ça dépendra aussi des préconisations de la conservation des monuments historiques. C'est eux qui sont compétents et qui donneront aussi les pistes de ce qu'il y a de mieux pour le protéger, effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Que sait-on de la succession du reste de la famille, le prince? Alors là, je crois qu'il faudrait absolument faire une nouvelle conférence. Et bon, ce que je peux vous dire très sommairement, c'est que dans la thèse de Raphaël Villard que j'ai évoquée tout à l'heure, donc inédite, l'auteur a essayé non pas à utiliser bien sûr les quelques documents qui existent concernant spécialement Jean et Nicolas, qui les situent un peu mieux dans la chronologie, leurs œuvres aussi qui les amènent assez tard dans le XVIe siècle. Bon, et puis surtout ces références pour essayer de faire des classements. Je ne vais pas vous faire la transcription directe immédiate de tout cela, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que probablement Jean est contemporain d'Engrand, puisque de toute façon il co-signe plusieurs verrières, en particulier le vitrail des Chars, 1522-1524 à Rouen. Quel est leur lien de parenté? On l'ignore absolument. Ce qu'on sait, c'est que Jean continue certainement à travailler après Engrand. Alors ensuite, Pierre, Nicolas, il y travaille aussi un peu avec Jean un certain temps. On peut trouver des œuvres communes. Et puis la formule la plus tardive, c'est Pierre le Prince, mais avec tout ça se chevauche. Et aussi, il est extrêmement difficile de faire la part des choses parce que je crois qu'à Beauvais, on a voulu tout rapporter à la famille Le Prince. C'est un peu sommaire. Il y a sans doute une façon de Beauvais, des gens qui travaillent avec un style, une facture très comparable, qui répond au goût de la commande. Et je crois qu'on peut pas rentrer dans le détail. Alors, ce qui est intéressant dans la thèse de Raphaël Villa, c'est qu'il a essayé, en regardant bien la technique, de séparer un certain nombre de groupes d'œuvres. Alors, ces groupes permettent de dire, voilà, il y a ça en Picardie, dans l'Oise, autour de Beauvais, le rayonnement de la ville de Beauvais, des ateliers de Beauvais dans l'Oise, dans l'Aisne, en Normandie surtout, et jusque près de Paris, à Paris même, puisque Nicolas Le Prince s'installe un temps à Paris. Voilà. Ça, c'est le bénéfice de la thèse qui est arrivé, arriver à serrer les choses. Après, pour aller plus loin, faire des attributions plus précises, il l'a tenté. Bon, c'est très compliqué. Il y a aussi Romain Buron, qui a été formé de Gisors, qui est formé sans doute aussi à Beauvais, qui aussi répand la façon de Beauvais. Il y a les imitateurs de la façon de Beauvais qui se répandent là aussi à Rouen. C'est très compliqué et vraiment, ça mériterait un travail. Bon, ça mériterait une présentation en tant que telle et encore. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la dépose de la verrière au moment de la dernière guerre? C'est mon beau-père qui les a déposés. Ça m'intéresse. Voilà. 2 fois. Il a déposé la verrière d'Engrand-le-Prince. Il l'a mis en caisse, évidemment. Au moment des Allemands qui envahissaient la Pologne,
il a reposé, la verrière a été reposée ensuite dans l'église. Et ensuite, il a redémonté quand... Ah oui, reposer. Ah oui, oui. Ah, c'est incroyable, ça. Eh oui, 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 ben oui. C'est Monsieur Blancard, c'est mon beau-père. Oui. Il a démonté exactement aussi les vitraux de la cathédrale de Beauvais. Ah oui. Il y avait 60 caisses Ah oui, 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 oui. mis en caisse. Donc, il a fait ça. Il était juste aidé avec un monsieur qui travaillait pour les horloges Huchet Uh-huh. à Ferrières. Avec des échafaudages en pin, avec des cordes et tout. Ils ont fait ça. Il a failli se tuer, je sais pas combien de fois. Donc voilà. Ah, Alors oui. donc cette verrière en Grand-le-Prince, elle a été démontée 2 fois. Elle a été démontée une fois, Oui, ça, remontée aux accords de Munich, ah, c'est incroyable. et après elle a été redémontée quand voilà. Les verrières de Maricel, elles ont été démontées, les 2 verrières attribuées en Grand-le-Prince, elles ont été démontées et mises en cave chez Mademoiselle Bulot, qui habitait juste à côté de l'église. Voilà. Bon, on les a retrouvées quand même. Oui, Hein. oui, non, mais cette campagne de dépose de la veille de la guerre avait été très méditée par le service des monuments historiques, mais ce que vous me racontez de la repose au moment de Munich, c'est absolument incroyable. Ah oui, oui, oui. Ben, il n'y a pas grand monde qui le sait. Hein, ça, Ah oui, ça c'est tout à fait Et incroyable. les vitraux de la cathédrale de Beauvais, c'est pareil. Hein. Il y a eu pas mal d'entreposés, je suppose, au château de Champs, où je ne sais pas où ils sont partis, mais enfin, il y en a une bonne partie de reposés, mais il y a eu une bonne partie aussi Ah qui a oui. disparu. Hein. On pensait que la guerre n'allait pas avoir lieu alors. Et oui, Ah, d'accord. voilà. Ah, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant comme remarque. Merci. Vous nous avez montré une photo où manifestement il y a plusieurs personnes qui intervenaient dans la réalisation d'un vitrail. Je voulais savoir au niveau des ateliers, ils étaient très nombreux parce qu'on parle d'Engrand, de gens, etc. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de collaborateurs qui participaient? Alors, je ne peux pas vous répondre précisément pour Beauvais, mais je peux vous répondre de façon plus générale à partir des exemples qu'on a pu étudier avec des documents. Bon, c'est à Paris spécialement, où ça a été étudié très, très précisément. Et d'autres exemples que je pourrais sortir aussi, je pense à Lyon par exemple, qui sont bien connus. Oui, ce sont toujours des tout petits ateliers. Il ne faut pas du tout imaginer un atelier du XVIe siècle comme l'atelier de Max Ingrand, ou même l'atelier Gruber, ou des ateliers avec des dizaines de personnes. C'était un atelier de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle. C'est au maximum 5 personnes. Il y a le patron, il y a souvent un peintre, un assistant, il peut y avoir un apprenti, et puis une ou 2 aides éventuellement. Les cadres parisiens, les statuts des peintres verriers parisiens, publiés en 1467 de mémoire, le stipulent précisément. Le nombre d'apprentis, par exemple, ne peut pas dépasser 1. Donc, de toute façon, ça, ce sont des règles à Paris et une façon de faire, une façon de travailler qui est vraiment répandue. Alors, quand il y a des grands chantiers à mener, ce qui se passe dans ce contexte-là, c'est que les ateliers n'hésitent pas à s'associer, à travailler ensemble sur un chantier. On a des exemples précis. Bon, je pense à la Rose Sud, la cathédrale de Sens, où il y a 4 ateliers qui sont nommés dans le marché, qui travaillent ensemble et qui mettent ensemble leur personnel, leurs ressources en verre, leur temps de travail, leur organisation. Ce qui fait que, bien sûr, quand il y a ce type d'organisation complexe, ça a pu être le cas à Beauvais sur le grand chantier de la cathédrale, ça a certainement été le cas pour les grandes verrières de la cathédrale. Enfin, ce sont des œuvres dans lesquelles il est très difficile d'attribuer précisément l'invention et l'exécution à l'un ou à l'autre, parce que nous, on n'est pas capable aujourd'hui de comprendre l'organisation, pas nécessairement rationnelle, de ces ateliers. Donc oui, des tout petits ateliers, des organisations complexes au jour le jour, selon les besoins. Même dans l'œuvre Le Prince, on voit des œuvres signées uniquement en grand, des œuvres signées en grand Jean.
Il y avait sans doute il y avait plusieurs ateliers Le Prince. Jean avait son atelier, Engrand avait son atelier. S'ils ont signé ensemble, c'est qu'ils ont partagé le travail, partagé leur force de production. Donc, ce qui, évidemment, a une implication pour l'analyse de ces œuvres. On ne peut pas analyser ces œuvres comme on étudierait l'auteur d'un tableau, qui est l'auteur unique d'un tableau. Non, les auteurs sont multiples. Alors, bien sûr, ils sont multiples d'autant plus que, je vous l'expliquais, il y a des modèles en amont, des modèles qu'utilisent l'atelier. Il y a l'auteur du carton, qui n'est pas nécessairement l'auteur de l'exécution sur verre. Alors pour Engrand, on imagine que lui, c'est l'auteur à la fois du carton et le peintre sur verre. Parce qu'il a les capacités, les qualités d'un peintre. Engrand le Prince est un peintre. Bon. Mais tout ça, ce sont des suppositions qui se rapportent à un artiste d'exception. En réalité, très quotidiennement, dans les ateliers de peintres verriers au XVIe siècle, le partage du travail est permanent, les échanges sont permanents, et tout cela est très complexe et se fait au coup par coup. Mais oui, toujours des petits ateliers. Ce qui est intéressant aussi, je pense que ça se voit avec ce que vous avez montré et dit, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à minimiser ce qui est du territoire, mais Engrand le Prince est un artiste beauvaisien, Ouais. et sur la scène de son époque, il faisait quand même partie... alors moi, je me suis moins bien placée que vous, mais je pense qu'on peut le classer quand même parmi les très Oui. bons maîtres verriers de son époque. Oui, bien sûr. C'est l'un de ceux qui illustrent la Renaissance en France au premier plan. Bon, il n'est pas le seul. On peut citer d'autres grands noms, Jean Lécuyer à Bourges, je sais pas moi, à Paris, Jean Chastelain, bien d'autres noms à citer. Mais oui, Engrand le Prince, en plus, il a un atout particulier, c'est qu'avec sa fantaisie, sa force expressive, il nous touche spécialement aujourd'hui, avec sa vivacité, son inventivité, qui vraiment exprime complètement l'esprit de la Renaissance, sa folie, quelquefois un peu, sa petite folie qui nous touche. Oui, il nous touche au-delà de ce que peuvent nous dire aujourd'hui des œuvres du XVIe siècle. Merci beaucoup. La prochaine conférence a lieu le 21 juin, alors sur un sujet totalement différent puisqu'on est sur les carrières de pierre, mais on reste en lien avec l'art médiéval puisque ce sera sur justement les carrières de pierre qui ont alimenté le chantier de la cathédrale ou encore du palais épiscopal. Ces carrières qui ne sont pas loin de Beauvais, c'est le secteur de Saint-Martin-le-Neu, Frocourt et même plus particulièrement les carrières de Bongenou à Alonne. Voilà, donc si ça vous intéresse, donc là ce sera beaucoup plus archéologique, ça sera fait par un géologue, Jean-Pierre Gély, mais c'est au même lieu, ici au Quadrilatère, à 15h le 21 juin. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end.